sommes le 1er juin 2024. Je voulais tourner cette dernière vidéo qui est réellement la dernière vidéo dans le sens où c'est la 4e vidéo sur Anna Cortès pour les portes de Somnipit. Et en même temps, c'est la dernière vidéo me concernant avant un certain temps parce que j'ai besoin d'aller marcher. Et d'ailleurs, je vais aller marcher sur la chame des Bondons en Lozère. Alors, allons-y. Les portes de Somnipit. Les portes, les portes, ce sont des passages par lesquels les choses entrent et sortent de ce monde. Donc tout de suite, il y a une dimension spirituelle, une dimension ésotérique. Somnipit, c'est l'as tout-puissant du royaume d'Étra, l'as de trèfle de l'élément air. Alors cet as nous apparaît en habit royal, mi-papillon, mi-chauve-souris, c'est une créature de l'ombre, du rêve. Le papillon de nuit voyage de ce monde physique à la dimension vivante de la connaissance en son sein. C'est là que le savoir des portes à son existence. Suivons ce papillon, mais soyons attentifs. Pour ce deck, au niveau de la présentation, il y a un très gros effort qui a été fait. C'est magnifique, magnifique. Au niveau du carton, c'est pas très souple, mais ça reste néanmoins très bien hein, au niveau du travail. C'est vraiment très bien. Celles-ci sont plus fines et en même temps, je crois qu'elles ont un meilleur retour. Si vous voulez faire une comparaison plus précise entre ces deux decks, dans ma 2e vidéo, j'ai fait un diaporama qui vous permet de vous arrêter sur les cartes et de les contempler à loisir. Alors au niveau des cartes, ce sont, je crois, des peintures à l'huile de Monsieur Friedman qu'Anna Cortès a retrouvé. C'est une jolie collaboration artistique entre un père et une fille. Monsieur Friedman, le papa, étant plus le créateur, l'artiste sur le plan des peintures. Et Anna étant plus, comment dire, celle qui creusait l'enseignement de son père et qui a rassemblé beaucoup de données et qui a travaillé sur la publication, sur la pratique de ces decks. Anna Cortès précise, comme dans son premier deck, que ces cartes et leur symbolisme ne sont pas liés au tarot, qui d'ailleurs pour elle n'est pas pertinent, notamment dans le travail de ce qu'on pourrait appeler comparativement dans le tarot les mineurs, puisque ici les pipes vont de 1 à 9, ce sont des chiffres qui ne sont pas composés, qui commencent par une porte, qui se terminent par une autre porte. Pour elle, ça a une cohérence numérologique. Avec les 10, nous rentrons dans les personnages archétypaux de la cour, en commençant par les dames, qui rééquilibrent d'ailleurs les polarités féminines et masculines. On a donc dame, valet, reine et roi. Et je trouve ça assez cohérent. Continuons. Pour entrer dans l'univers des portes de Somnipit, je vous propose, pour commencer, d'y rentrer par le guidebook. Vous voyez que j'ai mis l'un à côté de l'autre le guidebook des cartes oracles
son précédent deck, et le guidebook des portes de Somnipit. Alors ce qui me frappe, je ne sais pas si vous partagerez mon avis, ce qui me frappe d'abord, c'est le format. Le format du guidebook, qui est beaucoup moins classique que ce format qui est un format livre, et qui change tout parce que on le prend beaucoup plus facilement en main. Il est d'emblée plus accueillant, si je puis dire. En second lieu, ce qui m'a frappé, c'est l'illustration en fait de la page de guidebook des portes de Somnipit m'est apparu d'emblée beaucoup plus intrigant que celui plus sage des cartes oracles. Et puis il m'a semblé également qu'on rentrait dans l'univers d'un conte. Alors, au niveau visuel, il y a un énorme effort qui a été fait sur ce plan-là. C'est très très pédagogique comme présentation, je trouve, très visuel au niveau des couleurs, au niveau de la mise en page. Sur le fond, je préfère celui-là qui développe davantage la signification des cartes, qui me semble-t-il sur un plan technique est très complet. Bref, donc j'en profite pour vous montrer quelques instants ma traduction, donc à usage personnel. J'ai vraiment eu un réel plaisir à traduire le guidebook. Il y a une familiarité, je trouve, ensuite avec les cartes. Je vous montre un peu quelques images en fait de ce que j'ai réalisé. Vous voyez que j'ai mis des petites reproductions des cartes pour me permettre d'y voir plus clair. J'ai surligné des choses qui me paraissaient intéressantes. Comme ça me permet en fait, en y retournant, de pouvoir d'emblée me repérer. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le guidebook, c'est à plusieurs reprises des tableaux qu'elle fait qui nous permettent, avec des mots-clés, de se repérer facilement. Je vous les montrerai. Et puis aussi les associations qu'elle fait entre les cartes de cours et puis la géomancie et le zodiaque et les éléments. Bon, sur un plan mémotechnique, je trouve que c'est intéressant. Vous voyez que j'ai mis, à chaque fois quand elle parle des royaumes, j'ai mis une grande photo A4. Oui, et ce qui est particulier aussi dans ce guidebook, mais je vais y revenir sur le fond après, c'est que cette fois-ci, par rapport à l'autre guidebook, pour chaque royaume, on a un conte, parce que là, véritablement, il s'agit de rentrer dans un univers. Voilà, donc elle propose des tableaux qui permettent vraiment de mémoriser. Elle fait la même chose pour le calendrier, elle le fait. Vous voyez, elle fait la même chose pour le Haut Royaume. Je vais vous expliquer ensuite ce que c'est. Bon, moi je l'ai mis là, j'ai changé un peu l'ordre. J'ai rassemblé en fait tout ce qui concernait les royaumes dans un chapitre, tout en rappelant dans la mise en page originale, et puis moi la mise en page que j'ai effectuée pour ma compréhension personnelle. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Il y a 4 territoires distincts qui constituent et divisent le monde de Somnipit, comme les saisons divisent notre année. Chacune est définie par sa relation aux autres. Il y a 4 éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air, dont sont composés tous les corps inférieurs élémentés.
il n'y a aucun de ces éléments sensibles qui soit pur, mais ils sont plus ou moins mélangés et susceptibles d'être changés l'un dans l'autre. Henri Cornelius Agrippa. Dans le royaume d'Inita, la pierre Philosophicus a été façonnée dans les entrailles d'un ancien volcan. Dans la transparence de cette pierre, on pouvait apercevoir la forme étrange d'un lézard. Malheur à Diamantis, le souverain du royaume qui libéra son prisonnier. Morphos était le nom de la légendaire cité d'Étra, radiante métropole, éblouissant ses visiteurs par sa splendeur. Merveilleuse métropole où un berger fit alliance avec une créature appelée Somnépite, qui lui permit ainsi qu'à ses descendants de matérialiser les objets trouvés dans leurs rêves, jusqu'à la fin de l'enchantement, obligeant ses descendants à créer leurs rêves de leurs propres mains. Dans le royaume d'Agana, les cœurs sont un peuple sanguin et passionné. La plupart des cœurs ont une apparence de jeunesse. En fait, il y a une intemporalité, une folie dans ce royaume qui vient de la rivière elle-même, enivrant, nourrissant tous ceux qui boivent sur ses rives. Dans le royaume de Terra, Morgane et Marduk se connurent par une nuit de pleine lune, chacun sous la forme d'un loup. Pampéro et Térène furent les fruits de leur union. Pampéro a été abandonné dans les bois par sa mère après l'accouchement. Et bien qu'elle eût également l'intention d'abandonner Térène, Morgane reconnut quelque chose d'elle-même dans l'expression de la jumelle. Elle l'enleva. Dans ces royaumes, la cour y est connue comme le royaume supérieur. Ses habitants commandent l'échelon supérieur du pont. Les cours sont les dieux et les déesses de la dimension. Et lorsqu'ils sont pleinement éveillés, ils jouissent d'une domination légitime sur les cartes de l'as au 9. Lorsqu'ils ne sont pas éveillés, ils se perçoivent à la merci du menaçant royaume inférieur. Les dieux et les déesses se battent et forment des alliances, se marient et produisent une progéniture. Ils sont vous et moi, et les gens qui peuplent les histoires de nos vies. Extrait des Portes de Somnépite. Le Bas-Empire est une langue oraculaire de numérologie vivante. Dans les Portes de Somnépite, vous comprendrez que les nombres ont l'être et qu'ils gouvernent des territoires très spécifiques au sein de la dimension, alors qu'ils cherchent à se manifester dans chacun des 4 royaumes élémentaires. Leurs domaines deviennent vastes. Ces cartes sont les actions, les événements, ce sont les lieux, les temps, le début, le milieu, la fin. Ils habitent les 4 sphères de l'existence jusqu'à leur achèvement. Inita, c'est « je vais ». Étra, c'est « j'aimerais ». Agana, c'est « je désire ». Terra, c'est « je suis ». Bon, dans cette partie sur la signification des cartes, je ne vais pas revenir sur l'aspect numérologique parce que je l'ai déjà fait dans ma précédente vidéo sur les cartes oracles. Donc je vous invite, mais je vais plutôt vous proposer la lecture d'extraits de cartes qui m'ont semblé singulières. Donc j'en ai choisi quelques-unes. Voilà.
Je commence par la malédiction. Le 8 de pique. Alors que le 8 de carreau était considéré comme très chanceux dans les temps historiques, le 8 de pique était considéré comme très malchanceux. Et avec cette illustration, il n'y a pas d'échappatoire au message désastreux. Ici, nous trouvons une malédiction de longue date, un signal de fumée provenant d'un ancien feu de persécution. C'est la culpabilité, l'accusation, la répression, l'affliction. Car il se loge dans notre âme par le biais d'une lignée ancestrale ou d'une incarnation antérieure. Et la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas pour rien que ça arrive. C'est une porte d'entrée dans laquelle trouver la transformation. Et oui, une chance de libérer le passé en faisant face à nos propres plus grandes peurs dans le présent. C'est la libération déguisée en cauchemar. Une promenade à travers le feu, impasse, porte fermée, défense, fortification et limites personnelles, le phénix qui se lève. Alors, je voulais vous lire également le 3 de pique, c'est le mendiant, la victime. « M'avez-vous vu, dit-elle, je suis le mendiant. Voici mes rêves à piétiner, sales et gris comme autrefois. Et auriez-vous un peu de monnaie à me donner ? La vie exige d'aller de l'avant, mais si souvent des morceaux de nous-mêmes sont laissés pour compte. Avec le 3 de pique, la possibilité présente porte le fardeau de la limitation passée. Le mendiant vit en chacun de nous et son appel s'adresse à nous-mêmes. C'est un appel à se retourner. Quand vous voyez le mendiant, demandez-vous, comment cette carte vit-elle en moi ? De quelle manière suis-je défini par mon passé ? Est-il possible que j'utilise le passé comme une béquille ? Et si oui, comment puis-je aller de l'avant de manière responsabilisante ? Un état d'esprit de pauvreté, des attitudes ou des façons de faire minables, une grande perte, une victime, des aspirations, des rêves ou des personnes qui sont mortes ou parties mais qui nous définissent. Un besoin de mettre le passé dans le passé, des occasions de grandir, d'évoluer à partir de circonstances et de situations antérieures. Les tragédies du passé en tant qu'elles fournissent un but unique dans l'avenir. Puis je voudrais vous lire également Dracula. Dracula, donc 9 de pique, vampire. Le temps est l'ennemi de toutes les créations, et aucun plus que Dracula. C'est cette obsession contre nature qui donne naissance à ses caractéristiques les plus anormales. Dracula descend de Dracule, littéralement l'ordre du dragon de l'époque médiévale. C'est ainsi qu'il erre, rampant au-delà des frontières de la combinaison, poussé par la combinaison du cœur et la passion d'Agana. Ceci, bien sûr, Dracula en a besoin pour soutenir son propre être non naturel. Le désir liquide, en d'autres termes le sang, est ainsi extrait de la vie qui sert ce seigneur des ténèbres. La coquille restante persiste, dépourvue de ce qui donne un but et un sens. Le monde en est jonché. Transformer ce neuf en une influence positive dans sa vie, c'est faire face à un grand défi. C'est là l'entreprise à accomplir. Et la clé, mon ami, a déjà été donnée, mais elle se trouve dans un autre livre d'Anna Cortés. Et je vous renvoie au livre Alchimie. La question à se poser est la suivante. Comment ce prince de la nuit peut-il être une grande puissance au nom du service ? Une puissance qui propulse la personne qui la reçoit.
dans une plus grande réalisation spirituelle. Les significations courantes incluent la séduction, la tentation, l'obsession, être envoûtant ou être hypnotisé, l'attrait du pouvoir, de l'influence, porter un fardeau écrasant, quelque chose qui draine une force vitale précieuse, surmenage, dépendance, mauvaise compagnie, attachement psychique, perdre son âme, maladie ou problème de sang. Lorsqu'il apparaît dans un tirage à côté du 7 de cœur, il peut représenter l'immortel ou l'amour éternel. Ne crains pas les morts, ma jeune jolie, dit Dracula d'une voix apaisante. C'est ici que demeurent parmi vous les morts. Et puis je vais finir par les jokers. Donc les jokers, Toto et Otto. Les jokers existent indépendamment de toutes les catégories dans le deck. Elles se trouvent en dehors des règles qui lient les autres cartes. Toto et Otto sont les faces opposées l'un à l'autre, ou les envers d'une seule et même carte. Ils sont les représentants masculins et féminins d'une idée singulière, le voyou. Toto et Otto sont merveilleux à utiliser comme cartes signifiantes et doivent être systématiquement retirés lorsque vous travaillez avec l'un des calendriers présentés dans ce livre. Ce sera le cas dans le tirage du solstice. Donc les significations courantes du joker incluent une personne qui existe en dehors des conventions, quelqu'un qui joue selon ses propres règles, une capacité caméléon, le fou, le sage, potentiellement l'imbécile, quelqu'un qui se comporte de manière clownesque, jouant un aspect absurde ou une caricature de lui-même. Et puis sur un plan numérologique, comme je vous le disais, le joker permet d'obtenir ce chiffre de 365 grâce à son inclusion. Lorsqu'on ajoute la valeur des cartes, donc le nombre de jours dans une année. Alors, comme je vous le disais en introduction, les portes sont des passages vers des lieux de vie. Elles ont un temps spécifique qui les active, chacune à son temps optimal d'utilisation que l'on peut identifier sur le calendrier que nous allons bientôt voir. Devenir plus conscient de la nature d'une porte particulière ou donc d'une période de temps se produit grâce à notre compréhension approfondie de la carte des portes de Somnépite qui correspond à cette période de temps et avec la carte du gardien qui veille sur la porte. Le gardien, c'est le personnage de la cour, c'est une personnalité archétypale. Comprendre qui ou quoi garde la porte apporte la capacité de réguler la porte, faire en sorte que notre vie ne soit pas contrôlée par des influences indésirables, mais par notre pouvoir de l'intention. Chaque carte ou porte offre des opportunités, mais aussi des pièges. Elle nous conseille de trouver la carte pour la période dans laquelle on se trouve. Donc aujourd'hui, 1er juin, je vais aller regarder à quoi ça correspond. De contempler sa relation avec ce qui se passe dans notre vie. Elle nous conseille de les exposer comme des cartes d'autel qui changent tous les 10 jours, par exemple. Ces périodes de 10 jours sont des portails surnaturels pour les allées et venues des esprits élémentaires. Trouvez la période dans laquelle nous sommes, posez-lui donc des questions. Et poser des questions, ça nous renvoie
à sa vision des questions. Elles sont en rapport avec un travail de développement personnel. Par exemple, les questions à la manière d'Anna Cortès, c'est « Que se passe-t-il dans ma vie en ce moment qui se rapporte à l'intelligence de cette carte ?» Donnez-vous vraiment du temps avec cette question, avec la carte que vous tirez. Examinez attentivement les différents aspects de votre vie. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce gardien actuel pour ma propre vie? Qu'est-ce que je ne veux pas, ou en quoi je n'ai pas besoin de ce gardien dans ma vie en ce moment? En d'autres termes, qu'est-ce que ce gardien m'aide à prendre en compte comme piège potentiel? Oui, parce qu'elle dit que la pratique avec les cartes ne devrait pas consister à poser continuellement des questions sur nos problèmes personnels. Pour elle, c'est une route rapide qui ne mène nulle part, ou à pas grand-chose, dit-elle. Moi, j'ai tendance à partager cette vision, parce que je crois que ces questions précises, elles nous évitent d'aller sur les questions profondes, en fait, qui sont plus difficiles à regarder. Dans ce deck, elle introduit une dimension supplémentaire qui est le soleil ésotérique, qui est, comme elle le dit, une porte d'entrée supplémentaire et qui constitue avec la référence lunaire du précédent deck, un Hieros Gamos, dont j'ai eu l'occasion de vous parler dans mes précédentes vidéos sur les decks d'Étienne Grobler. Ici, donc, elle rajoute le calendrier solaire, d'où le lion sur le coffret. Mais n'oublions pas que ces deux calendriers ont des objectifs très différents, des modes de fonctionnement très différents, tout comme la lune et le soleil. Comment ça fonctionne? Jusqu'à présent, on a travaillé avec la lune et ses 13 cycles dans le cadre du calendrier lunaire fixe. Je vous renvoie à ma précédente vidéo pour avoir des précisions là-dessus. Aujourd'hui, avec les portes de Samlipit, on va travailler avec le soleil dans la représentation de l'écliptique de la Terre autour du soleil. Et on va se référer à la roue zodiacale et ses 12 signes. Ici, vous pouvez voir le calendrier solaire que j'ai constitué pour vous. J'ai préféré cette solution à celle de vous montrer le calendrier proposé par Anna Cortès parce que... Oui, j'ai trouvé que le calendrier et le tableau sont un aspect important de la création d'Anna Cortès pour ce deck. Il m'a semblé que ça devait rester dans l'acte d'achat de ce coffret. Ici, j'ai reproduit ce calendrier avec les cartes et j'ai trouvé ça créatif. Je l'ai fait avec un plateau en fait bois qui tourne et j'ai le projet d'inscrire sur ce plateau avec la pyrogravure, les signes et le calendrier proposé par Anna Cortès d'après la roue zodiacale. Alors, et dans la représentation d'Anna Cortès, les cartes sont normalement positionnées l'une à côté de l'autre. Et ça a son importance. Je ne l'ai pas fait là parce que je n'ai pas pu mettre l'ensemble de mes cartes. Et donc, imaginons que ces cartes sont l'une à côté de l'autre. Chaque carte occupe un segment de 10 degrés dans cette roue de 360 degrés. Et elles sont rassemblées en fait dans un segment plus important de 30 degrés, soit 3 cartes, l'une à côté de l'autre. Et en même temps une représentation dans le calendrier d'une période de 30 jours. Ce découpage correspond également au découpage zodiacal en période cardinale, fixe et mutable. Pour se retrouver dans ce calendrier solaire, eh bien, on se réfère
donc aux signes zodiacaux. Par exemple ici, on va considérer qu'on est dans cette période de l'épée enchantement du 7 de trèfle dans la période des Gémeaux. Dans ce segment de 3 cartes, des portes soumises à la règle des 3. Et c'est là qu'elles trouvent leur pouvoir, pas seulement symboliquement, mais en action dans nos vies. Ces 3 cartes, qu'elle appelle triplicité, occupent le même segment. Elles sont proches dans le temps et dans l'espace. Plus qu'un voisinage, c'est une équipe, c'est elle qui travaille pour vous à un moment donné. Elle nous conseille de localiser une fois de plus la carte oracle pour notre période actuelle et de noter les 2 autres qui partagent son signe du zodiaque. Et on travaille avec elle dans ce présent du segment zodiacal. Mais dans une vision prédictive, on pourrait aussi travailler différemment avec elle en considérant donc le voisinage de la période actuelle et indépendamment du segment zodiacal, considérer que dans ce voisinage, il y a la carte d'avant, la carte du présent et la carte du futur. Chacun voit. Vous pouvez constater que sur ce calendrier, il n'y a pas de carte de cour. Ces gardiens, ce sont les gardiens du temple, comme je vous le disais précédemment. Ces gardiens, ce sont eux qui nous enseignent dans un tirage au-delà du temps vécu. Et ici, en fait, on a la reine Livia, la reine de carreau, avec Léo, le roi de carreau, qui sont d'ailleurs les gardiens que j'ai tirés pour mon tirage de la pyramide de Chichen Itza, je ne sais pas si je prononce bien, qu'on verra tout à l'heure. Donc, dans ce calendrier solaire, nous n'utilisons en priorité que 36 cartes du royaume inférieur, donc qui sont les pipes, 4 x 9, 36, et qui sont les marqueurs du temps. 36 oracles ou portes, cartes de 1 à 9, comme étant en résonance avec le calendrier solaire. Dans son guidebook, Anna Cortès va nous reparler, comme dans son précédent deck, des techniques de tirage. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est sa technique de coupe et puis ce fameux tirage à 4 cartes, le 8TN du présent, du futur, qui est un tirage à 4 cartes mais qu'on lit verticalement. Donc, elle va reparler également de la géomancie. Elle va donner des exemples de lecture avec ses interprétations. Et dans ces 3 exemples, il y en a un que je vous ai lu dans ma précédente vidéo qui s'appelle la chasseresse de guérison. Et puis dans le chapitre 13, elle va donner différents exemples de tirages. Je vais vous les résumer, je vais vous en résumer certains. Et puis on passera à la dernière partie de cette vidéo qui est le tirage du solstice. D'abord le tirage de l'unification Soleil et de la Lune, qui est en fait un tirage à 4 cartes que vous obtenez après la coupe directement. Vous découvrez directement la pile de 4 cartes. Vous recherchez la première carte, c'est-à-dire la carte qui est en position tête, vous la recherchez sur le calendrier et ce tirage vous indique une date qui sera importante. Donc, dans ce chapitre 13, elle parle de la pyramide de Chichen Itza et elle propose un tirage à ce sujet qui sera le tirage donc, que vous pouvez utiliser au solstice, aux équinoxes par exemple. Donc elle parle par exemple de les dates anniversaires.
l'anniversaire de naissance, mais pas que. En général, les dates anniversaires sont importantes. Les solstices, les équinoxes, qui sont des portes magiques invisibles très très puissantes. Donc elle dit, ces allers-retours entre les événements de nos vies et ces portes nous permettent de prendre conscience de certains aspects de notre vie, de notre fonctionnement et travailler nos intentions. S'il y a une carte particulière au niveau des cartes de cours qui vous fait grincer des dents, dit-elle, eh bien, regardez la date à laquelle elle devient gardien de la porte. Elle propose également la carte du jour, qu'elle qualifie de balle, parce que c'est une messagère solitaire qui répond à une question précise. Elle dit « Les balles sont pour les courageux, car la force d'une balle, c'est ce que vous recevez. Et ne vous y trompez pas, il est plus difficile de prendre ce que l'on obtient. » Donc, méfiez-vous de tirer une balle avec des involtures ou de vouloir en retirer une autre parce que celle-ci ne vous convient pas complètement. Et elle dit, le plus dur, ne doutez jamais de ce que vous avez reçu. N'annulez pas donc votre balle. Elle dit, Dieu nous en préserve en tirant une autre carte à nouveau. Une carte de clarification, c'est une chose, mais redessiner votre tirage parce que vous pensez que vous obtiendrez une carte meilleure ou plus précise est un sacrilège, dit-elle. La partie la plus intéressante, c'est de comparer les notes que vous avez prises au moment du tirage en début de journée avec ce qui s'est passé dans votre journée. Donc elle dit aussi que ce deck, il est très, très adapté aux questions oui-non. Grâce aux couleurs, vous pouvez assigner un sens à une couleur et faire votre tirage. Voilà. Je vais donc vous proposer ce tirage qui est un tirage pour les équinoxes et solstices et qui en fait se réfère à la pyramide de Chichen Itza qui est une représentation du temps qui correspond complètement à la représentation des portes du sommeil. Alors, qu'est-ce qui est intéressant en fait dans ce tirage, c'est qu'il y a une représentation des saisons et également des solstices et équinoxes. Le principe de ce tirage, c'est de monter les escaliers de cette pyramide sous le regard des gardiens dont on a à apprendre. Voilà, je vous montre comment on fait. Donc on sépare notre jeu en 3 tas. Donc ici il va y avoir les jokers qu'on n'utilise pas, donc on met de côté. Ici il va y avoir les portes et ici il va y avoir les gardiens qu'on va donc installer en premier lieu donc en 4 piles de 4 cartes. Voilà. Donc on ne les met pas à l'endroit, hein. Si elles se présentent à l'envers, on les laisse à l'envers. Je vais les mettre ici. Et on retournera les deux centrales. Et puis ensuite on prend nos cartes. Donc ensuite on va constituer sous ces 4 couronnes 4 escaliers. Donc en partant du haut, chaque escalier représentant une saison en commençant par l'hiver qui est le début de l'année, donc dans le calendrier celte. On fait donc un rang complet de cartes qui va correspondre à cette saison et on fait la même chose pour les 4 escaliers. Si j'effectue cette disposition au moment du solstice d'été, et c'est l'objet de ce tirage, je vais révéler les cartes qui forment l'escalier de l'été. Aucune autre carte ne sera retournée. Tournez toujours les cartes en commençant par le haut de l'escalier et
descendez. Donc l'escalier de gauche, ça sera l'hiver, ici ce sera le printemps, là ce sera l'été et là ce sera l'automne. Donc moi qui suis intéressée par le solstice de juin, je vais découvrir les 9 cartes qui se trouveront ici. Donc je vais constituer les escaliers. Première marche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Donc ça, c'est la saison de l'hiver. N'oubliez pas, ici c'est l'hiver, là c'est le printemps, là c'est l'été, là c'est l'automne. Je vais découvrir donc maintenant 2 gardiens. Donc mes 2 gardiens seront Livia et Léo. Ayant retourné mes 2 présidents, mes 2 gardiens du royaume, ce sanctuaire intérieur de la pyramide, je vais retourner ces 9 cartes, chacune de ces cartes représentant 10 jours. Je vais la retourner en commençant par le haut, mais ensuite je la lirai en commençant par le bas et je m'attacherai donc à cette première carte du bas qui représente une période de 10 jours. Alors elle dit que les marches de cet escalier ne sont pas des étapes mais des périodes de temps. Je commencerai par le 20 juin et je retournerai cette première carte. Vous pouvez regarder le tableau des 36 portes pour trouver la date dans votre tableau et trouver le gardien naturel pour cette période et par exemple le rajouter. Donc toujours dans le tirage qui va être formé et que vous pouvez donc mettre sur un autel, vous faites référence donc à la méthode de tirage, c'est-à-dire à la combinaison des royaumes, au modèle des nombres, aux repères de couleurs pour guider votre travail avec les correspondances des cartes. Vous pouvez tenir un journal, vous pouvez vous retourner vers les dirigeants qui président la couronne de la pyramide pour éclairer les identités essentielles. Il faut faire confiance à leur sagesse pour vous guider. Et voilà, pèlerins, j'ai terminé ce cycle de vidéos sur Anna Cortès, dans lequel je me suis investie avec beaucoup de joie, peut-être un peu trop de sérieux, mais bon, voilà, je suis comme ça. Et puis, j'ai aussi fini de faire ces vidéos, sauf exception. Donc, peut-être un de ces jours. Au revoir.